Vous êtes sur Radio Camping, le podcast fait par et pour des acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'infos et d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Radio Camping, le podcast spécialisé dans l'hôtellerie de plein air, podcast donc du camping. Et je vous présente Patrice. Bonjour Johan. Donc, je souhaitais inviter Patrice dans mes premiers épisodes de podcast parce que c'est déjà un partenaire de longue date. Ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble, Patrice? Il y a une dizaine d'années maintenant déjà. Ouais. On est des vieux de la vieille, même si ça se voit pas, on fait tout jeune, mais c'est vrai que ça fait un petit moment que on roule notre bosse dans les salons et dans le métier. On a fait pas mal de saisons, à peu près la même durée. Hein. Toi, ça fait combien de temps que tu es en place? Depuis 2010. Ouais, ben voilà, nous, on a créé en 2011 l'activité. Donc, et en fait, si tu veux te présenter en quelques mots, et puis après on ira plus en profondeur, mais je vais vous expliquer pourquoi je voulais que Patrice intervienne. Eh bien, merci. Donc, Patrice Chaumont, gérant de Coventis Conseil, cabinet spécialisé dans le financement de camping. Voilà. Et c'est vrai que Patrice, pour moi, à chaque fois que je le croise, je lui pose des questions sur la mutation du secteur, parce que vu qu'il est en tout amont du projet, qu'il a même les personnes qui finalement n'achètent pas de camping, il a vraiment tous les profils de gens qui s'intéressent à ce métier. Je trouve que c'est vraiment charnière pour percevoir ce marché qui, depuis 10 ans, est en pleine mutation. Et donc, c'est vrai que chaque fois, on a des longues discussions sur l'évolution du secteur. Et Patrice, je lui demande des conseils et c'est l'objectif de ce podcast, c'est d'avoir des discussions entre fournisseurs avec des gestionnaires de camping que l'on fait partager, autant les avoir et les enregistrer en vocal, en YouTube, en chaîne YouTube et via ce podcast et en faire bénéficier le maximum de personnes. Donc du coup, Patrice, si tu veux bien, voilà, donc tu t'es présenté et donc quel est l'historique de Coventis Conseil, d'où vient le nom? Ça aussi, c'est une question que je me suis posée, que je voulais te poser depuis un moment. Et toi, comment tu t'es mis à l'hôtellerie de plein air? Très bien. Alors déjà pour répondre à la question sur le nom, c'est qu'il en faut un. Chaque fois qu'on crée une entreprise, c'est toujours le casse-tête. Donc on savait qu'on allait faire du conseil, voilà. Et donc Coventis, on trouvait que ça sonnait bien, donc on a associé Coventis et conseil. Voilà, il y avait le nom tout trouvé. Faut pas forcément rechercher la référence au camping, parce que quand on a créé le nom, il n'y avait pas le camping, parce que l'historique de Coventis Conseil, c'est que moi dans une autre vie professionnelle, j'étais banquier 15 ans, où je côtoyais déjà, donc j'avais comme client des exploitants de camping. C'est comme ça que j'ai découvert cette activité. Et quand j'ai créé le cabinet Coventis Conseil en 2010, j'ai décidé de me mettre à mon compte dans le conseil en financement auprès des professionnels, et c'est assez naturellement que je me suis dirigé vers l'activité camping. On s'y est tous mis voilà comme ça. Pour notre histoire. Ouais, moi aussi, j'étais sur la partie photo au départ et site internet un peu généraliste. Et puis après, quand on rencontre des gestionnaires de camping et qu'on a plusieurs types de professionnels, on voit que vraiment, il y a tout l'aspect humain, confiance qui se retrouve dans peu d'autres secteurs d'activité, qui fait que rapidement, on en veut d'autres, des clients comme ça, et les autres disent non, mais moi, je suis pas, c'est pas mes valeurs. En tout cas, nous qui sommes assez proches au niveau valeurs, je pense que ça nous a correspondu totalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, je voulais savoir, donc, ton métier, donc, on peut le résumer à courtier en banque. C'est un petit peu ça, mais je sais que ça n'est pas que ça dans l'hôtellerie de plein air, parce que dans l'hôtellerie de plein air, on dit souvent que c'est plus de 35 métiers. Donc, quand les gens viennent, ils se disent c'est un secteur comme un autre, mais voilà, on est et restaurateur, on n'est pas que restaurateur si on achète un restaurant, mais restaurateur, gestionnaire de la sécurité, agence de communication pour faire la communication de ces hébergements et je vais pas tous les citer. Et d'ailleurs, je n'ai pas la liste, mais je sais qu'il y en a énormément. Et donc, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu interviens en amont des projets?
Alors, notre objectif, effectivement, c'est du courtage de crédit professionnel spécialisé dans les campings, mais ça reste du courtage de crédit. Notre mission principale, c'est d'accompagner nos clients dans leur démarche de financement, mais pas que, puisque avant d'en arriver là, en fait, on va être amené à conseiller notre client, et notamment la première étape pour nous qui est importante, c'est l'étude de faisabilité du projet, s'assurer que le projet est viable économiquement et finançable. C'est souvent la première demande de nos clients. Ils ont vu un camping, il y a un bilan, ils ont un apport, ils ont un coup de cœur sur ce camping. L'objectif, c'est effectivement de voir si ce camping est viable économiquement. Donc, ça passe effectivement par une analyse du camping. Et là, notre connaissance du secteur d'activité HPA nous permet effectivement de voir et d'analyser si ce camping est bien sous-commercialisé, s'il faut doper la commercialisation, s'il n'y a pas de service snack bar, si éventuellement il faut rajouter des locatifs, le niveau de la masse salariale et ainsi de suite. Donc, en fait, tous les différents métiers aussi que l'exploitant aura à travailler. Mais ça fait partie de l'analyse et de pouvoir livrer aux clients comme ça une analyse de faisabilité et également une analyse sur le camping. Alors, bien entendu, cette analyse, le client en fait ce qu'il en veut. C'est lui qui décidera des projets de développement et ce qu'il souhaite apporter ou modifier sur le camping. Mais cette approche, elle est déjà importante pour nous pour mesurer la faisabilité du projet. D'accord. Et est-ce que, au niveau des profils, est-ce que c'est des personnes qui en général, ont déjà eu un camping, donc des repreneurs et qui veulent souvent, j'imagine, plus que vous fassiez le travail de porte-à-porte des banques, ou est-ce que c'est carrément des personnes qui veulent changer de métier, Covid étant passé par là et qui finalement se disent pourquoi pas le camping et vous consultent à ce niveau-là, et là, c'est plutôt que vous leur expliquez le métier, donc un gros travail de pédagogie, où finalement ils savent qu'ils veulent prendre un camping, c'est leur rêve depuis tout temps, depuis tout gosse. J'en entends souvent parce que c'est ma question fétiche, c'est qu'est-ce que vous faisiez avant? À chaque fois que j'ai des néo gestionnaires de camping. D'ailleurs, c'est assez passionnant les réponses et on va y venir après parce que je voudrais poser des questions justement sur tout ce profilage de néo-gestionnaire de camping. Mais alors, c'est plutôt néo, plutôt expérimenté que tu as ton profil de client? On a les deux. On a les deux. Les deux tiers de nos clients sont des primo-accédants dans l'hôtellerie plein air qui se lancent donc soit c'est un projet de longue date, soit c'est pour reprendre ton expression, l'effet Covid qui est passé par là. Et pour le tiers restant, ce sont effectivement des pros HPA. Alors les attentes ne sont pas forcément les mêmes. C'est vrai que les pros HPA, même s'ils maîtrisent leur activité, ne sont pas forcément des pros de la finance et de la lecture du bilan, du prévisionnel et de la dette financière. Donc ils s'appuient pour nous pour étudier la faisabilité économique du projet. Après, sur l'approche bancaire, c'est surtout effectivement pour leur faire gagner du temps, puisqu'on va s'occuper de l'intégralité des démarches bancaires, on va organiser les rendez-vous, on va négocier les conditions de financement. Voilà, ils se déchargent de cette partie sur nous, sur notre cabinet. Après, pour les primo-accédants, effectivement, la demande de conseils et de renseignements est plus importante et plus large, puisqu'en fait, ils découvrent à la fois le monde de l'hôtellerie plein air, mais aussi à la fois le monde de l'entrepreneuriat, la création de sociétés, d'une démarche de financement professionnel, voilà, que de plein de nouveautés pour ce type de profil. Oui, donc vraiment vous adaptez selon les profils et vous avez, j'imagine, des niveaux d'accompagnement et forcément de pédagogie plus importantes ou non à mettre en place. Sur l'aspect du coup, justement, profil des repreneurs, parce que c'est vrai que c'est vraiment passionnant hein, de voir cette mutation et on est vraiment sur un marché qui est en pleine mutation parce que contrairement à l'hôtellerie, par exemple, qui est très concentrée et qui a muté, je pense, à l'ère d'Accor Hôtel, Ibis, voilà, qui aujourd'hui a déjà muté le camping aujourd'hui. Et on aurait pu croire il y a quelques années qu'il allait être que concentré, mais il y a quand même énormément de camping en France avec des spécificités de terrain et le fait que, au final, finalement, l'effet Covid a fait qu'il y a une énorme dynamique sur des néo-gestionnaires de camping qui viennent et qui insufflent vraiment du camping avec de l'humain et pas que de l'infrastructure comme l'hôtellerie. Donc, pour moi, c'est mon constat, mais on va t'écouter là-dessus sur l'aspect justement profil, donc effet Covid. Tu l'as senti, toi, Patrice? Oui, on l'a senti comme tout le monde. Alors même si le marché de l'hôtellerie plein air reste un marché dynamique en termes d'acquéreurs, ça l'a toujours été. Nous, on exerce cette activité de conseil depuis 2010. Depuis 2010, on a toujours eu un engouement d'acquéreurs pour le secteur d'activité. Alors plutôt pour des acquéreurs qui avaient ce projet de longue date,
plutôt mûrement réfléchis, qu'on croisait sur les salons une première fois, puis une deuxième fois avant de se lancer dans l'achat. Avec le Covid, avec les effets de la crise sanitaire, après la crise sanitaire, on a vu des profils effectivement plus jeunes, plus frais dans l'esprit, c'est-à-dire des projets qui étaient peut-être alors moins réfléchis, c'est pas péjoratif, mais qui étaient plus récents, qui sont plus liés à un questionnement, une interrogation lors des confinements successifs et qui étaient dans des projets peut-être un peu dans la tête, un peu oubliés, qui se sont dit voilà, c'est le moment. Donc effectivement, on a eu, ça a été un accélérateur sur le nombre d'acquéreurs qui se sont lancés et qui amènent effectivement de la nouveauté, des visions différentes sur l'exploitation et la reprise d'un camping. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ils viennent avec des idées nouvelles aussi, parfois intéressantes. C'est ça aussi qui est magique dans notre métier, c'est de voir des profils différents, des repreneurs qui ont des envies. Et ça, c'est le plus important. Oui, parce que toi, tu n'as pas un métier type qui est en reconversion, quoi. Tu n'as pas le mec de la finance, de la défense qui fait R à Z et qui a vraiment envie d'être converti, de faire Alors moi, je l'avais ça beaucoup, j'avais l'impression de refaire du sens avec son métier, être au contact humain et partir en province, en bord de mer, si possible, bord de rivière, bord de lac ou à la montagne et vraiment être en B2C alors qu'on avait un métier assez théorique. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore plus de profils. Le spectre est d'autant plus large, j'ai l'impression, quoi. Oui, oui, oui. Bon, je pense qu'on a le même profil de clients. De toute façon, c'est ceux qu'on retrouve dans les futurs exploitants de camping. Mais autant auparavant, effectivement, on était plus dans la reconversion professionnelle sur effectivement des cadres de 40, 50 ans qui avaient mûri les projets, qui avaient un patrimoine qui était assis financièrement et qui pouvaient disposer d'un apport conséquent lié à leur carrière professionnelle. Là, aujourd'hui, on a toujours ces profils, bien entendu, mais on retrouve plus effectivement de profils un peu plus jeunes qui peuvent disposer d'un apport via effectivement la revente d'un bien immobilier parce que le marché immobilier est dynamique et il y a une belle croissance aussi qui permet de libérer des apports ou des bons familiaux et qui sont effectivement plus dans la quête de sens liée à l'activité, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément sur le cadre qui a 50 ans qui est un peu fatigué là c'est son activité, on est plutôt sur des profils la trentaine qui ont effectivement des idées, ont envie d'apporter un peu leurs pattes à l'hébergement touristique et qui se lancent dans l'aventure. Voilà, il y a tous les profils, hein, on ne peut pas non plus faire un profil type parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier, c'est qu'il y a un projet égale un profil différent. D'accord, ouais. Et justement par rapport à ça, sur l'aspect conditions de prêt et donc, du coup un petit peu le profil financier au-delà de l'aspect profil idéologique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut comme argent? Quels sont les ratios pour acheter un camping? Ça, c'est un petit peu la grande question parce qu'on dit qu'aujourd'hui, les campings coûtent cher, on achète du foncier. Donc, est-ce qu'il y a des règles là-dessus, des ratios qu'il faut respecter pour se dire, oui, je peux, si c'est mon projet, je peux racheter ou en tout cas aller viser ça pour accéder à ce projet-là? Alors, c'est difficile effectivement de faire une réponse large parce que chaque camping est différent et en fonction de la taille et du volume d'activité. Mais globalement, si on veut schématiser, si on veut accéder entre guillemets facilement, si on peut dire, un apport entre 300 et 400 000 euros est souvent nécessaire pour accéder à l'hôtellerie de plein air, si on veut acheter un muret fond. Voilà. En deçà, avec un apport inférieur, on peut trouver, bien entendu, hein, si on a 250 000, 300 000 euros. Alors, c'est vrai qu'en dessous de 200 000 euros, c'est compliqué parce que le marché est comme il est. Un camping, ça vaut de l'argent. Mais sur des apports inférieurs à 300, 400, on peut, si on se concentre parfois sur un fonds de commerce seul. Le plus dur étant, comme toujours, de trouver la bonne affaire, hein, celle qui vous convient, celle qui est viable économiquement et qui correspond à ce que vous recherchez. Voilà, ça donne un peu les notions. Mais la problématique de l'apport, en fait, on se rend compte que c'est pas plus on a d'apport, plus c'est facile, parce qu'en fait, on a des clients aujourd'hui qui ont vendu leurs affaires, qui ont pour certains 1 voire 2 millions d'euros d'apport, et la difficulté de trouver effectivement des cibles en rapport avec ce niveau d'achat, mais c'est pas plus simple. C'est pas plus simple que pour l'acquéreur qui a 300, 400 000 euros. Et alors, quand on dit viable économiquement, c'est quoi? C'est qu'on peut payer, on peut se payer avec sa femme, on peut payer un jardinier qui peut faire ça, payer un site internet, faire le minimum de communication. C'est quoi? Parce que par exemple, il y a aussi des tout petits campings qui font
moins de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Mais ça, par contre, c'est compliqué à payer un crédit, plus après financer le minimum vital, on va dire, pour vraiment exploiter le camping. Alors, ça dépend bien sûr du camping, de son niveau de charge, du prix qu'on l'a payé, ainsi de suite. Le chiffre d'affaires, en fait, est une donnée intéressante, mais pas que. On peut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires. Si on a 480 000 euros de charge, ça va être compliqué. Donc, bien sûr, ça va de soi, plus on a de chiffre d'affaires, plus ça peut être facile de générer de la rentabilité et donc de bénéfices, mais être viable économiquement, pour répondre à ta question, c'est effectivement l'étude de viabilité qu'on a bien à faire d'ailleurs pour nos clients acquéreurs, c'est de s'assurer effectivement que, c'est la grande question de nos clients, souvent c'est est-ce que je vais pouvoir me payer et est-ce que je pourrais payer les prêts. Donc en fait, c'est notre approche, c'est de regarder effectivement si on peut dégager un salaire pour le couple de dirigeants, si on peut payer les prêts sollicités bien entendu, et également payer les charges de fonctionnement du camping dans le fonctionnement idéal, et assurer également ce qu'on appelle un excédent de trésorerie, c'est-à-dire un bénéfice suffisant pour assurer le développement et le bon entretien du camping. Parce que sur un camping, il faut toujours investir, bien sûr, mais aussi renouveler le parc locatif pour ne pas le laisser vieillir, et ainsi de suite. Et ça, du coup, justement, par rapport à... et je reviendrai après sur l'aspect chiffrage du camping, parce que j'avais des idées, des ratios aussi qu'il faut que tu me confirmes. Mais sur l'aspect donc prévisionnel, toi, tu analyses du coup l'existant et tu fais forcément des projections en disant, voilà, il y a ça qui est sous-exploité. Donc ça va... C'est vraiment une analyse chiffrée et selon... Ils vont vraiment regarder que les chiffres ou après tu fais aussi des audits un peu transversaux sur justement, non mais là le site internet est pas responsive design par exemple, donc il y a vraiment un potentiel d'augmenter les ventes en ligne. Votre RevPAR, revenu par locatif est pas bon, vous avez que 95% et vous avez que 5 locations à semaine. Voilà, t'essaies un peu d'être transversal là-dessus et ça intéresse vraiment les banques qui sont sur un secteur nouveau, donc du coup qui sont à l'écoute de données comme ça, ou ça reste vraiment chiffré, l'analyse que tu vas en faire et les recommandations pour la banque et pour le gestionnaire du camping. Alors, ça va au-delà des chiffres de l'existant, bien entendu, puisque l'idée, c'est de faire une projection sur ce que pourrait être l'activité du cédant par rapport aux forces, aux faiblesses du camping repris actuellement. Effectivement, je le disais, on peut être sur quelque chose de sous-développé commercialement ou avec des RevPAR inférieurs au marché, ou à l'inverse, un camping, ce que j'appelle au taquet, c'est-à-dire qu'on aura du mal à faire monter et là, il faut être effectivement dans une logique on est peut-être dans une logique de plafonnement du chiffre d'affaires si on ne peut pas agrandir, si on ne peut pas rajouter plus de locatifs. Donc, toute cette approche, on va l'avoir également sur la masse salariale. Pour revenir sur le site internet et sur la communication, alors on n'a pas forcément les termes techniques comme les tiens, mais nous, on va surtout regarder si on a la réservation en ligne, si le site est toujours vieillissant, s'il est récent, s'il donne toutes les informations. Voilà, ça c'est important pour nos clients, bien entendu. Donc, on va au-delà de l'aspect chiffré. Ça peut se traduire à travers des chiffres, mais tous ces éléments, on en a besoin pour analyser le projet et pour assurer sa viabilité dans le temps, parce que l'idée, c'est pas de faire une viabilité à un instant T. Souvent, un financement, il est sur 7 ans pour un fonds de commerce, 15 ans pour des murs, donc on part sur quelque chose, effectivement, à moyen long terme. Et tous ces éléments, on va s'en servir pour le dossier qu'on va constituer auprès des banques. C'est aussi notre valeur ajoutée, c'est la connaissance de ce secteur d'activité. C'est ce qu'attendent aussi de nous les clients, mais aussi les banquiers, justement sur le RevPAR, les taux d'occupation, les évolutions possibles sur le campus. Et alors ça, oui, j'imagine comme tout court, enfin, d'autant plus dans l'HPA où vraiment c'est un secteur un peu méconnu. En tout cas, il y en a beaucoup et c'est pour ça que il y en a beaucoup qui voient encore le camping comme de l'emplacement tente et quelque chose d'assez un peu ringard là-dessus. En tout cas, ceux qui consomment pas le camping le voient pas toujours d'un œil vraiment moderne et business. Et donc là, voilà, c'est peut-être d'autant plus les chances de succès quand il y a un avocat de la finance comme vous et qui est un intermédiaire sont importantes, voilà, du fait de faire aussi de la pédagogie auprès des organismes bancaires pour avoir les crédits là-dessus, j'imagine. Oui, alors les banquiers aiment bien. Alors ça c'est pas parce qu'on parle de notre activité, mais ça les rassure effectivement. On a cette spécialité et ça c'est quelque chose qui rassure les banquiers puisque
On ne fait pas, et c'est pas péjoratif, du courtage de crédit sur toutes les activités. On ne finance pas un garage automobile le matin, une boulangerie l'après-midi, un salon de coiffure le lendemain. C'est pas péjoratif, mais on a fait le choix de se spécialiser. Et c'est quelque chose qui va bien, parce que ça nous permet d'être vraiment spécialisé dans notre secteur d'activité, de bien maîtriser l'activité. Et ça convient bien aussi aux banquiers qui voient en nous justement un acteur spécialisé, ce qui nous donne aussi de la crédibilité et ce qui rassure aussi le banquier par rapport à l'accompagnement client, puisque ce qui est important pour le banquier, c'est que son client soit aussi bien accompagné. Et la notion de confiance qu'on a vis-à-vis de nos partenaires bancaires, elle est importante, bien sûr. Oui, donc justement, Patrice, je voulais te demander quels étaient vos modes de rémunération, comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Alors, nous sommes payés uniquement au succès. Nos honoraires sont de 1% du montant du financement recherché, avec un minimum forfaitaire de 3 500 euros. Si, par exemple, le financement recherché est de 500 000 euros, nos honoraires seront de 1% de 500 000, soit 5 000 euros. Et ces 5 000 euros, deux points importants, ils sont intégrés dans le plan de financement de départ, au même titre que les frais d'acquisition, et ils sont liés aux résultats. Si nous trouvons un financement, nos honoraires sont facturés le jour où les propriétaires achètent le camping, les clients achètent le camping, ils ont une facture, ça passe en charge. Si par ailleurs on ne leur trouve pas de financement ou que l'affaire ne va pas au bout, ils ne nous doivent rien. On est payé uniquement au succès et si l'affaire est signée. D'accord. Donc justement, tu as travaillé aussi avec les agents immobiliers parce que c'est d'ailleurs en général la démarche, c'est qu'ils viennent te voir. Après, ils cherchent un camping, donc c'est différent. Ou alors, des fois, ils ont le camping, ils viennent te voir, mais des fois, c'est maintenant que tu es connu dans la profession, j'imagine, il y a des gens, ils ont pas forcément de camping en ligne de mire. Et après, toi, tu vois un peu la faisabilité et tu les présentes à des agents immobiliers pour qui recherchent et essayer d'avoir chaussures à leurs pieds. Oui, alors après, sur les personnes qui recherchent un camping, alors nous en tant que tel, on ne vend pas de camping. On va être là effectivement pour les guider par rapport à leur rapport, le type de recherche qu'ils peuvent faire en fonction de la région. Après, les clients connaissent les agents immobiliers, les acteurs de la profession. On peut toujours les orienter si besoin, mais c'est assez difficile pour nous de les orienter sur un tel ou telle agence, parce que nous ne connaissons pas forcément tous les biens immobiliers des agences en portefeuille. Donc, notre rôle, c'est surtout, effectivement, quand les clients ont vu plusieurs affaires, de pouvoir, effectivement, étudier la faisabilité et peut-être les guider vers telle ou telle affaire plutôt qu'une autre par rapport à la viabilité économique. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'en général, les gens sont attachés à une région? J'imagine que ça aussi, c'est très divers, mais ou alors, est-ce qu'ils cherchent plutôt au niveau de la Bretagne, ou voilà, où est-ce que les gens sont mobiles en général au niveau de leur géolocalisation, ou peut-être que c'est un souhait de revenir vers leur terre natale. Est-ce que ça aussi, il y a des tendances là-dessus? Alors, il y a de tous les profils. Effectivement, on a des profils qui sont mobiles, on va dire, et qui ont une zone très large en clair à toute la France, même s'ils sont plus rares, et c'est parfois pas plus facile pour les recherches parce que là, du coup, on a beaucoup de choix et c'est pas facile. On a d'autres profils qui sont très ciblés sur une région. Donc là, ou voire un département. Donc c'est pas plus facile non plus paradoxalement au niveau des recherches, puisque ça réduit le champ des possibles, bien entendu. L'idéal sont les profils, et nous c'est ce qu'on leur conseille, qui ont une ou deux, voire trois régions de prédilection et qui recherchent, puisque c'est souvent l'opportunité de l'affaire qui fait la région et rarement l'inverse en fait. Parce qu'il y a des campings à vendre, mais au final il y en a quand même peu. Donc plus on est réduit dans son choix géographique, plus le choix des campings est réduit. Ouais. Et après, il y a des zones, bon, ça c'est plutôt un agent immobilier qui pourra nous répondre, mais des zones justement où il y a plus de camping à vendre, enfin en tout cas où on sait que la rentabilité peut-être est meilleure, ou aussi entre des zones ou alors des typologies. Est-ce que c'est bord de mer, est-ce que c'est bord de lac, est-ce que c'est été-hiver, est-ce que voilà, sur les grandes tendances, pareil, est-ce que tu as vu un petit peu des endroits qui sont plus rentables et ou des endroits où c'est plus facile d'acheter un camping? Alors, plus facile, je ne sais pas. Après, il y a des zones en fait qui sont moins demandées. C'est l'offre et la demande en fait, surtout. Ouais. On se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes effectivement sur la côte atlantique, l'arc méditerranéen sont des zones effectivement très très recherchées, voire la Dordogne. Donc, plus on a d'acquéreurs sur ces zones, effectivement, le nombre de campings étant limité, plus effectivement il est difficile de trouver un produit. Après, ils sont pas forcément paradoxalement des zones moins intéressantes financièrement ni en termes de tourisme, mais
tout ce qui est région Pays de la Loire, et je pense notamment au Château de la Loire, est une zone très dynamique en termes de camping et qui est pas forcément la plus recherchée. Alors, je dis pas que c'est facile de trouver un camping, mais c'est pas là où il y a la plus grosse demande. L'Est de la France est une zone où effectivement il y a moins de demandes, alors qu'il y a de très beaux campings avec une très bonne rentabilité. Donc voilà, dans toute la partie, on va dire nord-est de la France, il y a une zone moins demandée. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'offre et la demande. Ouais. S'il y a moins de demandes, effectivement, ça crée moins de tension sur les prix. Et à apport équivalent, on peut s'acheter une plus belle affaire, a priori, dans le nord-est de la France qu'en Bretagne. Voilà. Oui, le souci, c'est que c'est pas forcément corrélé la demande des estivants vs la demande des propriétaires. Parce que, par exemple, je pense au Pays Basque, où c'est aussi peut-être un lieu de villégiature et un bassin de vie assez peut-être sympa pour les gestionnaires de camping, mais derrière, il n'y a pas moins de vacanciers que peut-être, comme tu disais, au Pays de la Loire ou en Ardèche, mais qui va être peut-être un peu plus reclus pour habiter. Enfin, je dis le Pays Basque, je peux parler de La Rochelle, je peux parler de zones comme ça qui sont accessibles, et en tout cas où il y a des zones, des villes un petit peu importantes pour aussi vivre au quotidien, quoi. Oui, il y a 8000 campings en France globalement, il y en a partout et partout ils fonctionnent. On s'aperçoit en fait avec le recul que c'est pas forcément l'emplacement du camping qui va faire effectivement son chiffre d'affaires et son fonctionnement. C'est les exploitants, c'est la communication, c'est la commercialisation. On voit des campings qui seraient entre guillemets perdus au milieu de nulle part, si on peut dire, et qui font de très beaux chiffres et qui ont de très beaux revpar, et d'autres campings qui sont sur la côte et qui sont mal commercialisés, qui remplissent mal. Donc, ce qui est important effectivement, c'est de bien sûr que la région corresponde à ce que souhaitent les clients, qu'ils aient le coup de cœur sur leur camping, qu'ils s'y projettent, mais qu'ils trouvent un camping en Alsace, en Dordogne, en Bretagne ou au Pays Basque. Dans toutes ces régions, l'activité pourra fonctionner. Et puis on reste au sud de toute l'Europe aussi, enfin de la majorité des pays de l'Europe. Donc c'est vrai que on a l'impression par certains endroits que même la Normandie est au nord, mais en fait ça reste au sud du gros poumon économique de l'Europe où les gens viennent en vacances dans le sud. Donc en France, et l'intégralité reste le sud de l'Europe. D'accord. Justement, par rapport au revpar, est-ce que tu as des ratios comme ça sur de calcul rapide? Je sais que BDO avait sorti donc du coup donc Olivier d'ailleurs qui viendra très probablement dans ce podcast, mais qu'on interviewera plus en profondeur là-dessus. Mais tu les connais aussi probablement les revpar. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, dire un emplacement et un résident à l'année, c'est 3 000 € de revpar, une location semaine, c'est 10 000 €. Est-ce qu'il y a des grandes tendances comme ça, ou alors aussi ça dépend de la géolocalisation, etc. Alors, bien sûr, alors oui, ça dépend vraiment. Olivier Gautron publie effectivement régulièrement les chiffres de l'HPA, c'est toujours intéressant, qu'ils tirent d'ailleurs de leurs propres clients. On a une approche, nous, qui est plutôt par région et par typologie de camping, parce que c'est vrai que d'un camping, un Yellow Village, pour en citer un 4 étoiles, par rapport à un camping d'indépendant 3 étoiles, alors ils peuvent avoir le même revpar, mais comme pas du tout, parce que la force de commercialisation, l'apport, le prix vendu, ainsi de suite, le prix du séjour est pas du tout le même. Donc je prends cet exemple qui est pas péjoratif en termes de comparaison, il en faut pour tout le monde en termes de clientèle, mais c'est vrai que forcément, c'est du camping, c'est dans la même région et ils peuvent être à 500 mètres d'intervalle, mais ils n'auront pas le même revpar. Et pour autant, celui de l'indépendant sera peut-être pas mauvais. Et donc voilà, on a une approche vraiment plus par typologie de camping, c'est-à-dire à la fois s'il est adhérent à une chaîne ou pas, en fonction de sa classification 3, 4, 2, en fonction également de la région. Parce que chez BDO, ils font ça très bien avec un littoral, rétro-littoral, mais c'est vrai que tout dépend où on met le rétro-littoral. C'est toujours la limite de savoir à quel curseur on met le rétro-littoral. Donc nous, on fait plutôt une référence par analogie. On a la chance d'avoir effectivement financé pratiquement maintenant 400 campings sur toute la France sur ces dernières années. On fait régulièrement des études de faisabilité, donc on a des chiffres à la fois de clients qu'on a financés et de campings qu'on étudie, et ça nous permet effectivement d'avoir le revpar sur un département pour un 3 étoiles. Voilà, on utilise plutôt nos ratios. Je veux pas dire que ceux des autres sont moins bons, mais c'est vrai que on utilise ce que l'on a, puisqu'en fait on a au moins une visibilité sur ces chiffres.
Ouais, puis après aussi, on parle de rêve par, mais aussi, il faudrait faire la rentabilité par. Parce que c'est vrai que, pareil, un Yellow 4 étoiles va avoir aussi des animations à l'année, des frais de fonctionnement, alors que vous allez avoir un camping full propriétaire ou alors, par exemple, un 2 étoiles qui va avoir peu de. euh, Même un 3 étoiles, par exemple, sur l'île de Ré, qui va pas faire énormément d'animation, mais parce que les gens vont venir surtout pour aller aux alentours, qui va avoir une super rentabilité. Et donc, c'est vrai que toujours, hein, comme quand on peut parler de chiffre d'affaires sur une structure, derrière, il faut aussi, il y a l'autre lecture qui est plutôt via le BE, via la rentabilité. Et c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Et à ma connaissance, il n'y a pas forcément de KPI, en tout cas, vous l'avez peut-être, mais des, des rentabilités par, voilà, selon si on est en placement, parce que, voilà, je connais aussi des propriétaires qui disent, ben, moi, je veux rester en placement parce que, par mon coup de tondeuse, j'ai pas d'amortissement de mobil-home, j'ai pas de femme de ménage, j'ai pas d'animateur, etc. Et voilà, c'est aussi ça, j'imagine, qu'il faut prendre en compte. Oui, tout à fait, et ça s'entend. Chaque mode de gestion est différent et en fait, chaque dossier analysé est différent. De par effectivement son niveau de chiffre d'affaires, sa rentabilité par type de locatif, mais également son niveau de charge, qui peut être lié directement à la fois au mode d'exploitation du camping. J'ai beaucoup de résidents, j'ai beaucoup d'emplacements nus, mais aussi à la fois au mode d'exploitation du dirigeant. J'ai beaucoup d'emplacements nus, beaucoup de résidents. J'ai peu de frais de communication. Par contre, tous mes frais d'entretien, je les fais sous-traiter parce que je veux pas tondre, je veux pas élaguer les arbres et puis je fais rien comme travaux de plomberie. Voilà, c'est autant de facteurs qu'on doit analyser par dossier avec justement nos ratios sur le niveau d'équipement du camping par rapport aux frais d'entretien. Voilà, c'est pour ça que chaque cas est particulier et c'est intéressant pour nous puisqu'en fait chaque étude est différente. En fait. Et justement, ça, sur le coût d'un camping, est-ce que parce que bon, j'entendais parler de 6 fois le chiffre d'affaires ou alors 8 fois le BE, par exemple. Enfin, en tout cas, voilà, les ratios, je connais plus, c'est 8 fois le chiffre d'affaires et 3 fois quand c'est le fonds de commerce. Donc, on se base plutôt sur le chiffre d'affaires que sur finalement le résultat. Est-ce qu'il y a des ratios comme ça aussi assez généralistes pour estimer un camping? Et l'autre chiffre aussi que j'avais, c'était qu'il fallait la moitié des fonds propres. Donc, si on veut racheter un camping de 500 000, qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires, il va coûter à peu près 3 millions d'euros et il faut 1,5 million en compte en banque. Est-ce que c'est des chiffres qui sont réalistes et sur lesquels on peut faire des généralités? Oui, alors après, il y a les méthodes de valorisation qui sont sur le camping, qui sont utilisées. On parlait effectivement là de 4 à 5 fois le chiffre d'affaires hébergement. Alors après, nous, on va mixer dans l'étude de nos projets, là aussi, on regarde le prix d'acquisition. C'est important pour nous. On veut utiliser 2 méthodes. La méthode par le chiffre d'affaires, auquel on va rajouter effectivement, enfin, on est plutôt, nous, sur un 4 à 5 fois le chiffre d'affaires hébergement, plus la valeur marché ou valeur vénale du parc locatif. Parce que là aussi, entre un camping qui a des locatifs et un camping qui n'en a pas, il faut comparer effectivement ce qu'on achète. Et on va prendre également la méthode par la rentabilité, c'est-à-dire par le BE retraité. On va retraiter de quelques opérations comptables, loyer immobilier s'il y en a, crédit bail s'il n'est pas repris, et ainsi de suite. Et qu'on va multiplier plutôt par 10, puisque les ratios aujourd'hui, si on doit donner une grande fourchette, c'est 8 à 12. Bon, la tension sur le marché nous ramène plutôt sur un 10 à 12 fois le BE retraité pour un mur et fond. Voilà. Nous, on va prendre ces 2 méthodes, on va en faire la moyenne des 2, et ça va nous donner une idée du marché, et on compare également par analogie, sur des affaires de taille similaire qu'on a pu financer récemment dans le département ou dans la région pour pouvoir les situer. Ok. Et justement, du coup, finalement, on parlait sur la demande au niveau du Covid. Finalement, toi, tu pondérais ça, mais il n'y a pas eu un vrai emballement des prix suite au Covid. Donc, sur l'offre, sur la demande, elle n'a pas vraiment explosé. Et il n'y a pas comme dans l'immobilier, par exemple, sur certaines régions où ça a augmenté vraiment moi, je le vois au niveau, j'habite à Biarritz, donc où ça a augmenté de 30%. Là, vous ne constatez pas ces mêmes tendances globales.
Non, alors la tension, enfin l'offre et la demande font qu'effectivement il y a quand même, à mon avis, plus de demandes que d'offres. Donc ça crée quand même une tension sur les prix. En tout cas, ça ne contribue pas à les faire baisser, ça c'est sûr. Alors ça n'a pas pris 30% comme l'immobilier traditionnel parce que il y a quand même une réalité économique de tout ça, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'a pas non plus fait 30%, hein, même si les saisons sont bonnes globalement, mis à part la saison 2020, les saisons s'enchaînent et sont globalement bonnes pour les campings. Donc, on voit une petite évolution, inflation sur les prix, mais qui reste raisonnable, on va dire, et tenable encore pour les acquéreurs. Et d'ailleurs, par rapport à ça, les taux, parce que du coup, on parle de prix de vente, mais les taux, pour le coup, dans l'immobilier traditionnel, on parle de taux qui sont passés de 1 à presque 2% aujourd'hui. Donc, c'est vrai que ça a presque doublé les taux de crédit. Et donc, dans l'hôtellerie plein air, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Ça a suivi le même chemin, hein, c'est-à-dire que effectivement les taux ont augmenté là depuis quelques mois maintenant, surtout alors. Bon, ça s'est fait à partir effectivement de la crise ukrainienne, mais en fait, ce n'est qu'un accélérateur. C'est surtout effectivement qu'on a une inflation qui est forte. Les banques centrales augmentent leur taux directeur pour juguler l'inflation. Et donc, effectivement, c'est un effet mécanique sur la montée des taux. Donc, on est sur des taux effectivement qui ont pu passer, alors qui étaient, pour rappel, quand même historiquement bas, hein, pour pas dire très bas. On a été mal habitué avec ces taux très bas pendant longtemps. Donc, on revient qui à des allait taux, à combien à peu près? C'était combien on empruntait, on négociait des taux à moins de 1% sur 15 ans pour nos clients, encore en début d'année, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui sur le marché. Hein. Effectivement, on a une hausse des taux qui se fait et qui va probablement durer jusqu'à la fin de l'année, où on va s'orienter. Aujourd'hui, on est quasiment sur du 2% sur 15 ans pour de l'immobilier professionnel, pour le foncier du camping. Alors, qui reste malgré tout des taux corrects. Hein. Bien sûr, quand on est emprunteur, on préfère le 1% que le 2%, mais même 2%, bon, sur 15 c'est moins ans, que l'inflation. C'est moins que l'inflation, oui. Donc du coup, ça reste intéressant d'emprunter aujourd'hui. Oui, c'est moins que l'inflation, c'est bien de le rappeler. Hein. On a une inflation à plus de 5% et encore, on est qu'en juillet. Si on le ramène en annuel, en glissant, je pense qu'on va quand même être largement au-delà en fin d'année. Et c'est surtout des évolutions de taux qui, malgré tout, même si on préfère emprunter moins cher, comme je disais tout à l'heure, ne sont pas de nature à remettre en cause un projet. En fait, si je dois acheter un camping, que j'emprunte 500 000 euros sur 15 ans à 1 ou à 2, bon, bien sûr, c'est toujours mieux dans sa poche à 1% qu'à 2%, mais c'est pas ça, ça ne va pas doubler l'échéance de prêt, ça ne va pas empêcher le projet de se réaliser pour autant. Ça, c'est important. D'accord. Ok. Bon, très bien. Et, au niveau, donc, du coup, par rapport au ratio, du coup, toi, tu sensibilises suffisamment en avance les gens pour pas qu'ils te sollicitent si justement c'est assez codifié sur les apports qu'il faut, et voilà, donc du coup tu sais dire bon, mais non, là ça va pas passer parce que du coup j'avais ma petite question sur le taux d'acceptation au refus, mais finalement, est-ce que vraiment il y a beaucoup de refus ou en avance, vous savez assez prédire les taux d'acceptation, enfin, si une banque va suivre ou non le projet et finalement ne pas y aller si ça ne va pas le faire? Oui, on a notre objectif, effectivement, c'est d'accompagner nos clients et de leur garantir un accord de financement. On a un taux d'acceptation alors qui va varier suivant les années et le type de projet, entre 94 et 96% de réussite sur les dossiers qu'on présente. Ah oui. Alors, tout confondu, puisqu'en fait, on finance majoritairement des campings, on finance aussi quelques gîtes, quelques hôtels. On ne sommes pas à 100% et l'objectif ne sera pas d'être à 100% non plus, parce que on se garde le droit d'accompagner, on accepte de financer de la création de camping, de la création d'hébergements touristiques, de l'hébergement insolite, qui sont pas les sujets les plus faciles, mais qu'on accepte de financer, et sur lequel effectivement on a plus de risques de refus. Voilà. Ouais. Et on accepte également de financer des projets qui sont, alors, pas tendus financièrement, mais qui seront, parce que ça, la viabilité, on peut pas y échapper, c'est important pour nos clients, mais qui seront pas forcément faciles à faire valider par un banquier, parce que le camping racheté est vraiment sous-commercialisé et on doit doubler ou tripler le chiffre d'affaires rapidement. Et même si on sait que c'est faisable techniquement et pratiquement, c'est pas forcément facile à faire valider par un banquier. Donc, on accepte de prendre ces dossiers en expliquant aux clients et à l'agent si nécessaire au préalable, au conseil en tout cas, que le dossier ne sera pas facile,
que si tout le monde est partant, nous, on veut bien aller défendre le dossier, mais qu'on a une chance effectivement de ne pas aller au bout. Voilà, on prévient. Ouais. Sinon, pour le reste des dossiers, camping, à partir du moment où effectivement on valide une faisabilité, heureusement pour nous et pour nos clients d'ailleurs, il est assez rare qu'on ait fui des roches. Oui, d'où justement l'intérêt à ce niveau-là de faire appel à un courtier pour quand c'est des dossiers où il y a des perspectives, où il y a un vrai potentiel, mais finalement où les banquiers vont lire des lignes comptables et sur lesquelles du coup il y aura besoin de projections et de perspectives et d'avoir peut-être un tiers qui a vraiment une vision, une perspective au niveau du développement du camping, du potentiel. Oui, c'est là aussi notre valeur ajoutée par rapport au dossier qu'on peut présenter, bien sûr. D'accord. Ça marche. Donc oui, tu parlais donc de différents secteurs d'activité et notamment sur les hôtels, les gîtes sur lesquels tu vas un petit peu tu te diversifies. En tout cas, tu t'ouvres aussi. Par rapport à, tu fais que du coup du fonds de commerce ou tu fais aussi du financement de parcs aquatiques, de mobil-home, etc. Est-ce que c'est On intervient effectivement. Alors nous, le principe, c'est de financer l'hébergement touristique, on va dire au sens large. 80% de nos dossiers sont des campings. On finance également des hôtels, des gîtes, de l'hébergement insolite qui s'est largement développé, notamment après Covid. On parlait tout à l'heure de profils qui étaient entre guillemets apparus, de nouveaux profils, si on peut dire ça comme ça. Après, dans le financement de camping, pour rester là-dessus, on intervient effectivement pour le financement de l'acquisition, fonds de commerce, aussi les parts sociales, mais aussi tout ce qui est travaux d'extension, le parc aquatique, le financement de nouveaux mobil-homes, l'acquisition de nouvelles parcelles et les aménagements. Voilà, tout ce qui peut nécessiter un financement. D'accord. Ouais, donc vous allez plus loin et vous accompagnez aussi dans la durée de vie un gestionnaire de camping qui a aussi souvent besoin de solliciter des crédits pour faire évoluer son infrastructure et se battre dans ce marché qui évolue beaucoup et avec forcément la course au parc aquatique, même si aujourd'hui tout ne réside pas dans l'infrastructure et aussi beaucoup dans l'humain et c'est ce que je mets beaucoup en avant sur ce phénomène de expérience humaine et convivialité et concept store de la convivialité. Je dis souvent qu'en tout cas, ces profils néo-gestionnaires qui veulent renouer avec l'humain, ils ont de l'énergie et de la chaleur humaine à revendre par-dessus tout et que finalement, le parc aquatique devient juste un plus et dans ces structures-là à taille humaine, en tout cas, notamment avec des groupes qui se sont développés et qui, des fois, ont un peu de mal à créer cette individualisation de la relation humaine. Ces petites structures, il y en a beaucoup qui reviennent à ces fondamentaux-là et à se faire accueillir avec le sourire, avec toute l'histoire de la région que savent transmettre ces gestionnaires. Voilà, parce c'est pour ça qu'ils se reconvertissent en général, quoi. Je ne sais pas si tu le constates, le taux de réussite en fonction de la motivation et l'énergie à revendre quand ces profils-là. Oui, on a plaisir toujours à reprendre des nouvelles de nos clients et à les revoir. Effectivement, ce sont plutôt des réussites. Comme je le disais tout à l'heure, ce sont quand même souvent des projets qui sont mûris, préparés. Il y a une vraie envie de se lancer dans ce secteur d'activité. On y vient rarement quand même par hasard. Et donc, en fait, le plus important, effectivement, c'est l'envie. À partir du moment où nos repreneurs, ils ont envie de faire plaisir, de bien accueillir, de proposer des hébergements de qualité, les clients le ressentent et ça crée effectivement de belles histoires et de belles réussites. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment vertueux ça et tous ces gens-là qui ont le smile au quotidien dans les salons, l'année d'après en général ils reviennent, ils disent ah mais j'ai cartonné cette saison parce que en fait plus ça va, plus ils se font des gens, des amis entre guillemets, même si c'est pas des amis, mais en tout cas commercialement les gens le ressentent comme ça, de dire je vais chez Frédéric et Laurence du camping Locronan pour ne pas les citer, petite dédicace à Frédéric et Laurence qui sont des réels passionnés qu'un camping à Douarnenez à Locronan et qui on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas et chaque année ils me disent non, on a vachement de gens qui viennent et forcément ils créent un vrai univers, un vrai comme je dis concept store de la relation humaine et ça
Et ça, ces profils-là, en général, cartonnent. Et souvent, ils se remettent en question. Ils font aussi de la communication, ils font aussi tout ce qu'il faut. Mais d'une manière, ils sont passionnés. Donc, du coup, ils s'intéressent sur tous les métiers. Et donc, ça fait des belles success stories aujourd'hui et des choses qui ont des belles croissances, j'ai l'impression, quoi. Tout à fait. Ça marche, merci. Je voulais voir un petit peu au niveau des projets. Donc, du coup, c'était mon premier épisode du podcast. Je pense que on a fait un bel épisode. Au niveau des perspectives, donc pour les prochains épisodes, je sais que, par exemple, toi, tu nous amènes pas mal de monde parce que tu as tendance à nous conseiller justement au niveau de la stratégie de communication. C'est comme ça qu'on s'est connus parce que tu as entendu parler de nous et après, tu leur dis allez voir ce que fait Geek Tonic et en général, justement, on arrive à être dans la continuité de ta qualité de service. Enfin, on essaye en tout cas. Et je vais poser cette question, je la poserai, je pense, à tous mes invités. Quel conseiller, quelle personne tu me conseillerais pour un prochain podcast? Et donc, je pense que ça va être corrélé avec les personnes que tu conseilles dans le cadre de tes accompagnements, en tout cas de tes guidelines pour reprendre un camping. Oui. Alors il pourrait y en avoir plusieurs, effectivement, parce que au-delà de notre partie financement qu'on disait tout à l'heure, les primo-accédants ont besoin de beaucoup de conseils. C'est aussi le plaisir de les accompagner dans ce cadre-là, aussi bien sur la commercialisation que sur un site internet, que sur l'expertise comptable et ainsi de suite. Il y a un partenaire effectivement qu'on cite régulièrement aussi auprès des primo-accédants, c'est Nicolas Ford de Mon Premier Camping, que je salue au passage, qui propose qui est un ancien exploitant de camping et d'hôtel et qui propose des formations plutôt pratico-pratiques d'ailleurs sur le métier d'exploitant de camping, sur la commercialisation, enfin voilà, qui sont des formations assez courtes, d'1 à 2 journées. Je connais pas forcément tout son programme de formation. Là, j'invite à consulter son site, mais pour le prochain podcast. Si le prochain podcast, voilà, très bien. En tout cas, tous les clients qui sont passés à travers ces formations sont ressortis enchantés. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est pour nos primo-accédants, c'est que c'est toujours un plus quand on présente le dossier bancaire, on y revient, mais c'est aussi un côté rassurant de préparation au projet pour un banquier de savoir que le client s'est formé et est accompagné. On en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc voilà, ça peut être un des partenaires à consulter pour un prochain podcast, par exemple. Ça marche, ok. Et il nous reste 2 minutes 49, je vois le temps passer. Donc, cette saison, comment tu la sens en quelques mots? Oui, elle paraît plutôt bien engagée, donc plutôt bien. On a des touristes français qui sont présents, les étrangers qui reviennent. Donc, a priori, tous les exploitants et clients qu'on a eu de camping là, ont été plutôt très optimistes pour la saison. Les réservations sont bonnes. Bon, super. Bon, on verra tout ça à Atlantica, au 7 et à tous les workshops et réunions des fédés à l'automne, mais c'est vrai que ça a l'air plutôt positif, même si des fois il y a eu un début juillet qui n'était pas si extraordinaire. On a tous de janvier à mars a vraiment démarré sur le chapeau de roue et c'est vrai qu'il y a eu une petite frustration après parce que en mai ça a été un petit peu ventre mou et voilà, donc on pensait peut-être que début juillet, notamment, allait être rempli plus tôt. Après, c'est des grosses disparités selon les destinations, comme souvent. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'en tout cas, belle saison, peut-être à pondérer quand même par rapport à l'engouement du début. En tout cas, c'est ce qu'on constate aussi de notre côté. Et donc, du coup, comment te contacter tes projets en quelques mots pour l'avenir? Alors, nos projets, toujours continuer dans le club lancé sur l'accompagnement de nos clients. Ça reste une grande envie pour nous, un maître mot. Les projets, là, à court terme, effectivement, ça va être d'un point de vue plutôt technique, puisqu'on va se équiper d'un nouveau logiciel de gestion de nos dossiers et de suivi qui va permettre de laisser un peu plus la main aux clients, notamment pour la constitution du dossier, de pouvoir faciliter le dépôt de pièces en ligne, le suivi du dossier. Voilà. Donc là, ça va être un plus pour nos clients et ça va faciliter aussi nos échanges et nos transmissions des dossiers vis-à-vis des banques. Voilà, ça c'est le projet de la rentrée. Après, pour nous contacter, eh bien le plus simple effectivement, c'est sur notre site web financement-camping.fr où on peut retrouver toutes nos coordonnées ou un formulaire de contact si besoin. Ça marche. Ben, écoute, merci Patrice pour ce temps dédié à Radio Camping et puis je te dis à très vite alors. Merci Joël pour ton invitation. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.
Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux ou nous classer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous à la piscine autour d'un Geek Tonic.